Bienvenue dans ce stream de Libé. Est-ce que tout le monde m'entend normalement? Oui, bienvenue, merci beaucoup de nous rejoindre. On a fait le constat à Libé que l'intelligence artificielle, elle s'immisce dans la société, elle est présente quoi qu'il arrive dans la société. Donc la question, c'est de se demander si on peut s'y adapter, à quel prix, dans quelles conditions, etc. Vous, tous, nous tous autour de la table, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien? Et si oui, comment? Gurvan, à ton tour. En fait, en réalité, il y a je dirais il y a deux usages. Il y a l'usage professionnel et l'usage personnel. À titre personnel, je pense quand c'est sorti, on a tous tapé raconte-moi une blague ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'on a assez vite vu que c'était limité dans un usage personnel. En revanche, sur la question de l'usage professionnel, comme nous sommes des journalistes, effectivement, on s'interroge actuellement sur comment, par exemple, pour trouver des sources, pour trouver des interlocuteurs avec lesquels discuter, mais je pense qu'on reviendra là-dessus, comment est-ce qu'on peut éventuellement s'en servir. Donc je dirais que, à titre personnel, je suis un peu comme tout le monde, j'observe, j'attends, et j'attends de voir des choses concrètes qui pourraient m'aider. Et ça crée d'ailleurs un décalage parce qu'on entend un espèce de raoult sur la menace, etc. Mais les signes qu'on envoie dans nos vies quotidiennes sont assez faibles finalement. Ouais, c'est très vrai. Moi, quand je l'utilise, à chaque fois, j'ai l'impression... Je l'utilise en me disant ça va être génial, ça va être incroyable. Et au final, quand j'utilise, je suis tout le temps un peu déçu. Manuel Manouche qui nous dit dans le chat que pour les pros, c'est top. Et ben justement, on va en parler. Élise, de ton côté, je te mets sur ta caméra. Oui. Un peu pareil que Gurvan, en fait, moi, j'ai eu une utilisation en tout début, quand ChatGPT est arrivé, une utilisation plus dans le LOL, clairement, à demander des blagues, à demander des histoires drôles, à être particulièrement déçu par l'humour de l'IA. Et en fait, là, c'est tout récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, où en fait, comme on a un peu une réflexion qui s'est imposée à Libération, même je pense dans les médias en général, sur comment l'utiliser dans notre carrière, effectivement, je suis forcée, on va dire, de l'utiliser. Et forcément, il y a un peu plus de questions qui se posent sur ce cadre-là, mais on va en reparler après. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est un peu ce qu'on se disait quand on préparait déjà ce live. En réalité, l'IA... Ça se borne pas que à ChatGPT, on l'utilise déjà en fait au quotidien, des IA auxquelles on pense pas forcément, comme la traduction automatique ou les GPS comme Waze par exemple. Diala, de ton côté? Parce que toi, en plus, c'est particulier parce que toi, tu travailles dans l'intelligence artificielle. Oui, exactement. J'allais dire, j'ai pas tout à fait peut-être la même utilisation parce que je fais des recherches aussi là-dessus. Mais c'est vrai que je rejoins complètement ton point, Élise. C'est vrai que on a tendance maintenant à penser que l'IA, c'est que l'IA générative, c'est que l'IA ChatGPT, etc., les agents conversationnels. Mais en réalité, peut-être qu'on se sert des IA tout le temps. Par exemple, moi, j'utilise un produit d'IA qui va m'aider à reformuler mes phrases en anglais. Par exemple. Et c'est un outil d'ailleurs qui est basé sur Transformer, qui a aussi quelque chose d'open source. Et donc, c'est quelque chose que parfois j'utilise, surtout quand je dois écrire des papiers, puisque ça va m'aider, comme c'est pas mal en maternelle, ça va m'aider justement à reformuler. Ou parfois, comme je viens de l'italien, je fais peut-être des phrases qui sont trop longues, on me dit là en anglais, ça marche pas. Et donc, c'est très pratique. Ou bien des traductions, des choses comme ça. Il y a maintenant aussi des outils de gestion de boîte mail, par exemple, qui aident à la rédaction de mails. Donc, il y a vraiment plein... Et là, on reste que centré vraiment sur le conversationnel / modèle de langage. Mais il y a plein d'utilisations. Après, ChatGPT, c'est vrai, même chose. Je m'en suis servi au début pour tester. Mais même, moi, j'utilisais GPT-3 à l'époque où c'était pas vraiment ouvert. Donc, juste peut-être pour clarifier. Donc, il y a eu plusieurs versions de ChatGPT. C'est juste pour donner un mot. Oui, exactement. En fait, celui qui est dans ChatGPT aujourd'hui, il y a deux versions. La version gratuite, c'est GPT 3.5. Et puis, il y a GPT 4. Et en fait, il y a deux versions. Mais il y a des antécédents. Il y avait GPT 2 où on n'avait pas du tout accès. GPT 3 qui avait un accès où on pouvait faire une demande. Et c'était pour des questions de recherche, on pouvait avoir accès. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à ça déjà. C'était en 2020-2021. Puis j'imagine qu'il y aura un GPT 5, 6, 7, je ne sais pas. Tu parlais d'un truc que je trouvais intéressant. C'était à quel point ça peut t'aider pour... reformuler des phrases en anglais, des mails, etc. Je sais que moi, dans mon utilisation personnelle, avec ChatGPT, je fais des tests comme ça. Par moment, je me retrouve à... j'ai envie d'envoyer un mail, d'écrire un pitch. Je me souviens de l'avoir tenté clairement une fois. J'avais un pitch, des idées. Et du coup, j'ai donné une liste à ChatGPT. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi un mail professionnel mais informel, puisqu'on était dans le ton de Libé, évidemment, avec telle ou telle info. Et encore une fois, comme je le disais au début, j'étais un petit peu déçu.
Mais je crois qu'on a un petit peu tous testé ça. Est-ce que vous, dans votre utilisation avec ChatGPT, vous avez des manières, des techniques, des trucs pour pousser l'agent au bout de ses derniers retranchements, entre guillemets? Je vais en premier, c'est ça, je vois. Regarde. Le regard est dirigé vers toi. Bien l'expert. En fait, j'imagine que c'est pas du tout nouveau. Ici sur le plateau, j'imagine aussi à la personne qui nous écoute, il y a toute une espèce d'ingénierie qui s'appelle le prompt engineering, qui c'est l'ingénierie du prompt, peut-être on peut dire ça comme ça, qui cherche en effet à trouver la bonne formulation sur comment bien discuter avec ces outils. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose, enfin c'est vraiment quelque chose qui commence à apparaître maintenant. Et puis surtout, ça dépend un peu aussi de l'agent conversationnel qu'on a en face. Parce que peut-être il y a des choses qui peuvent marcher avec ChatGPT et d'autres qui peuvent pas marcher. Voilà. Et c'est vrai que j'ai lu un papier super intéressant dernièrement qui expliquait comment c'est intéressant et assez simple de faire rentrer le modèle de langage, donc l'agent conversationnel qu'on fasse de nous, dans un jeu de rôle. Donc, par exemple, ça marche très bien de lui dire ton exemple de mail, peut-être ça aurait été intéressant de tester en disant tu es un journaliste et tu as besoin d'utiliser un ton assez informel et même lui donner des exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle, on s'en fiche de comment on l'appelle, mais de lui donner des exemples de plus en plus pour qu'il comprenne le plus possible, en effet, quel est le ton qu'il doit utiliser, quels sont les exemples qu'il faut qu'il utilise. Donc, ça peut aider. Donc, oui, en effet, il y a plein de façons différentes. Je vois dans le chat... pour le dev, c'est aussi bon qu'un collègue qui vient me filer un coup de main, donc pas parfait. Perso, c'est devenu mon correcteur orthographique pour mes mails, messages, etc. Ça me permet de venir à un autre point. Gurvan et Élise, vous avez fait un papier, vous êtes allés rencontrer des gens qui intègrent dans leur quotidien, dans le travail, l'intelligence artificielle et donc ChatGPT. C'est quoi les témoignages qui vous ont le plus marqué? Moi, le premier témoignage qui me vient à l'esprit, c'est le témoignage d'un directeur de ressources humaines qui m'expliquait qu'il l'utilisait pour une utilisation que j'avais pas du tout forcément anticipée, c'est-à-dire qu'il l'utilisait pour lui demander en fait de l'aider à formuler des nouvelles adressées à ses salariés, mais avec de l'empathie en fait. Il lui demandait comment annoncer, je sais pas, tel licenciement ou tel changement au niveau des salaires, de façon à ce que les salariés reçoivent la nouvelle de façon pas trop négative. Et c'était une utilisation à laquelle je ne pensais pas forcément. C'était comme ça que le papier était titré, tu avais mis une citation, tu disais « ChatGPT m'aide à être plus humain », c'était ça? Exactement, comme quoi il faut passer par l'IA pour ça. C'est un peu cynique, ouais. Et toi, Gurvan? Moi, il y a eu un agent immobilier, c'était intéressant, qui disait que, par exemple, quand on écrit une annonce, on a tendance à avoir des on parle à l'oral, et qu'en fait, lui, ça lui permettait de refondre un peu et de supprimer les tics de langage, etc. Ou alors, par exemple, il disait « Écris-moi une annonce pour des jeunes de 25 ans qui vivent à Paris, pour cibler des personnes qui pourraient acheter potentiellement. » Je trouve ça intéressant parce que c'était vraiment comment tu peux générer pour toucher une cible. Et voilà. Après, là, récemment, pour un article qu'on a écrit autre, on est allé au tribunal où une juge nous a dit aussi qu'il s'intéressait à recruter des personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle pour traiter les dossiers, pour enquêter. Voilà, je pense qu'il y a plein de métiers en fait qui vont être un peu chamboulés. Et c'était le propos qu'on avait avec Élise. C'était pas justement, on dit beaucoup que l'IA va supprimer des boulots, ça on l'a entendu. Ouais. En revanche, on parle assez peu de la manière dont ça va impacter réellement les boulots, y compris les nôtres, quoi. Je vois dans le chat Yogas TV, je crois. De mon côté, j'utilise très peu l'IA, je suis plutôt méfiant. La seule chose où je m'autorise l'IA, c'est via le service Notion. Donc j'en parlais un peu avant, qui me résume une page quand j'en ai besoin. Il a raison de se méfier de l'IA, vous pensez? Ça dépend de quel point de vue. C'est vrai que là, si je reprends tes exemples à toi, ce qui me fait un peu tilter de l'utilisation du juge, c'est de mettre des données, des informations personnelles ou quand même des situations très particulières, par exemple de dossiers judiciaires, dans ChatGPT ou d'un autre, en effet, un modèle de langage, parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que ça va quand même utiliser les informations qu'on lui a données pour s'auto-entraîner. Ça se fait pas automatiquement, mais c'est fait. Donc, c'est vrai que peut-être je ferai attention à ça. Donc, c'est vrai que quand on l'utilise, surtout ChatGPT, dans n'importe quel métier, quand même, soyez attentifs à ne pas trop partager ce que vous voulez pas voir ou repartager.
Et parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'elles vont aller ces données. Mais sinon, pour le reste, ça se discute. Je pense que c'est important d'analyser vraiment cas par cas, en tout cas par cas d'utilisation. Parce que ça peut être la même chose, par exemple, dans le domaine médical que dans un service après-vente, par exemple. Puis aussi vérifier les réponses que ChatGPT va nous donner. Le risque dans tout ça, c'est de développer une sorte aussi un peu de flemme, de dire « Ah, il m'a dit ça, bon, ben, c'est la vérité ». Toujours penser à avoir un double regard, à aller vérifier derrière. Oui, parce que... Ouais, vas-y, Gara. Je pense que la méfiance, elle est nécessaire et elle est importante. Et elle vient aussi de la manière dont, en fait, on a, dans la science-fiction, on a scénarisé aussi. Il y a des scénarios dans lesquels l'intelligence nous dépasse. Et quand dans les années 80, on pensait le futur, on pensait à ça, à des intelligences qui deviennent beaucoup plus fortes que nous et qui écrasent l'humanité. Et comme on a déjà pensé ces scénarios dans nos imaginaires culturels, en fait, je pense qu'on les craint aussi beaucoup. Et c'est peut-être ça qui est en jeu aussi. C'est la manière dont, après, nous, on va y répondre dans le concret et pas dans l'imaginaire, justement. Oui, j'en parlais. C'était mon accroche de stream, c'était Terminator. Hein. Voilà, quand je pensais à est-ce que l'IA va nous détruire ou pas, c'était évidemment Terminator. Mais en plus, toi, Élise, tu me racontais un truc rigolo et assez intéressant sur ce fantasme de Terminator. Oui, en fait, j'expliquais à quel point maintenant toutes les grandes entreprises derrière la création d'intelligence artificielle vendent une sorte d'avenir autour de ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est une intelligence artificielle qui est capable de copier à la perfection les capacités humaines, voire de les dépasser. Bon, la définition, elle est encore un peu floue, etc. Mais dans l'idée, c'est ça qui s'en dégage. Il faut savoir que c'est une notion qui existe depuis les débuts des travaux sur l'intelligence artificielle, début des travaux qui remontent aux années 40. Déjà à l'époque, on disait que dans 5 ans, on y arriverait à l'intelligence artificielle générale. Le fait est qu'on nous dit à peu près la même chose aujourd'hui, que les quelques chercheurs à qui j'ai pu parler m'ont dit qu'on n'y était pas encore et que c'est plutôt une technique de façon générale, un peu marketing, de montrer à quel point les outils sur lesquels ils travaillent actuellement sont puissants, tellement puissants que d'ici très peu de temps, on parviendra à arriver à cet objectif-là. Donc un peu de méfiance sur tout ce qui est discours autour de Terminator, d'intelligence artificielle générale et tout ça. C'est le fantasme. Je sais que quand on en discutait de ce stream, Gurvan, il y avait un truc que tu m'avais dit que je trouvais hyper intéressant dans les témoignages que tu as reçus. C'est le côté que les personnes qui utilisent l'IA en fait l'entraînent à ensuite te remplacer en fait. Ouais, quand j'ai échangé avec des personnes justement qui sont des IA trainers, donc qui entraînent l'intelligence artificielle, puisque évidemment elle apprend des interactions, donc elle a besoin de nous pour fonctionner, que ce soit l'IA textuelle ou d'ailleurs toutes les IA. Hein. Par exemple, l'IA d'une voiture, elle a besoin de l'être humain au départ pour que sur l'image, il sélectionne ça c'est un monsieur, ça c'est une madame, ça c'est un passage piéton, il faut s'arrêter. Voilà, donc il faut l'entraîner. Et les personnes qui l'entraînent sont de plus en plus spécialisées. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, j'ai pu échanger avec une dame qui est poète et qui entraîne l'intelligence artificielle à écrire de la poésie. Et elle dit, je le fais tout en sachant que je vais peut-être perdre mon boulot parce que, il va faire de la poésie à ma place, mais ça gagne mieux dans l'immédiat. Donc, il s'y retrouve. Ou par exemple, à Madagascar, j'ai discuté avec une juriste qui dit, voilà, sur des points de loi bien spécifiques, je l'entraîne tout en sachant aussi que éventuellement ça va me remplacer quand une entreprise aura un problème juridique. Ils chercheront dans une intelligence artificielle et ne demanderont plus à une juriste. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir, on pense que tout est fait de manière un peu c'est presque un dieu, quoi, qu'on imagine que ça se fait tout seul, alors qu'en fait, il y a des vrais humains qui travaillent derrière. Ce qui peut être source de méfiance avec les IA, Diana, tu me parlais d'un concept que je ne connaissais pas du tout, c'est les hallucinations. Oui, d'ailleurs, ça fait écho à ce que disait Élise tout à l'heure, de dire qu'il faut être méfiant aussi de toutes les réponses qu'un ChatGPT ou n'importe quel modèle de langage va nous donner. Parce que hallucination, d'ailleurs, je te disais, j'aime pas trop ce terme parce que je travaille aussi sur les risques d'anthropomorphisation. Et c'est hyper intéressant, on en parlera tout à l'heure. Oui, j'aime pas anthropomorphiser justement l'IA en disant qu'il peut halluciner. Pour moi, c'est des erreurs factuelles. Mais en fait, c'est pas comme c'est un calcul statistique, il va pas comprendre quelle est la vérité ou quelle n'est pas la vérité. Donc, il va faire des réponses assez approximatives.
Et comme on dit tout le temps, le diable se trouve dans les détails. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça peut nous échapper. Donc oui, tout à fait. Je vois dans le chat Manuel Manouche qui dit qu'on parle beaucoup des IA textuelles, mais les IA, ça peut être tout à fait différent. Oui, c'est vrai. En ce moment, on parle beaucoup des IA génératives d'images aussi, avec tout ce qui est problème de deep nude, donc génération de deepfake pornographique. Là, cette semaine, ça a été la grande actualité autour de Taylor Swift, qui a donc eu des deep nudes d'elle qui ont circulé sur Twitter, qui ont généré des millions de vues, etc. Tous les Swifties, donc la fanbase de Taylor Swift, s'est mobilisée pour la défendre. Ça a même amené X 3 longs jours plus tard quand même à arrêter les recherches autour de Taylor Swift pour arrêter la diffusion de cette image-là. Mais c'est le grand sujet d'actualité et c'est loin d'être la seule Taylor Swift à avoir été concernée par ça. Il y a eu, je pense, notamment la journaliste Naomi Sake. Il y a aussi eu l'actrice Emma Watson et je pense qu'il y en aura malheureusement beaucoup d'autres. Ça, il y a des manières de se protéger de ce genre d'utilisation de l'intelligence artificielle ? S'il y a des manières de se protéger, c'est triste de se dire que pour se protéger, il ne faut pas publier de photos de nous sur Internet. Donc, j'espère qu'on ne va pas ne pas faire ça. Mais il commence à y avoir vraiment des choses intéressantes qui se développent et du côté de l'industrie et du côté de la recherche, comme par exemple le watermarking, qui est une espèce de technique pour ajouter une filigrane en fait sur les images générées, pour à la fois aller retrouver qui est le responsable, en gros, quel était l'outil de génération d'images pour retrouver entre guillemets le responsable. Mais aussi, on pourrait imaginer de mettre des filigranes sur nos propres photos. C'est techniquement ajouter quelque chose dans les métadonnées d'une image pour dire si moi j'ai publié une photo de moi, j'ai pas envie qu'on utilise cette image pour entraîner ou pour générer des images à partir de cette photo. Et donc, par exemple, si je le mets dans Midjourney, juste ça va me donner une erreur ou je sais pas. Et il y a des entreprises qui commencent à travailler là-dessus. Je pense qu'il y a un intérêt de modération aussi qui va être très très important. On voit aujourd'hui sur 2 plateformes différentes, X par exemple, qui a abandonné toute modération et le reste, une autre plateforme, à quel point c'est crucial. Et en fait, ce que dit Elise, c'est vrai que ça ne se passe que sur X, et c'est ça qui est assez fascinant. Donc il y a l'objet, l'intelligence, mais il y a la diffusion aussi, qui est importante à modérer. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut être vigilant dans les prochaines années, d'être capable peut-être avec des algorithmes sur les réseaux sociaux de détecter des intelligences artificielles ou des choses comme ça. Ouais, donc faire une IA qui combat des IA. Ça se fait déjà d'ailleurs. Ah ouais ? Oui, complètement. Nous, sur notre plateforme à Gameface, on a quelque chose qu'on appelle un safety checker qu'on peut ajouter justement sur tout modèle de génération d'images, qui est, de manière expliquée très simple, une espèce de modèle justement de génération aussi d'images et de détection qui, avant de te renvoyer l'image générée par ton modèle initial, va scanner l'image et si c'est du contenu sensible ou problématique, il va te renvoyer une image noire. Et tu peux l'ajouter partout. Et c'est open source. D'accord, mais du coup, l'idée, c'est de protéger les utilisateurs qui pourraient être mis en face de ces images-là. Oui, parce que quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est qu'il y a 2 types vraiment de malveillance. Je ne sais pas si on en avait discuté d'ailleurs déjà au téléphone, mais il y a l'utilisateur malveillant que lui va chercher en effet le contenu problématique, mais il y a aussi le contenu problématique qui sort, entre guillemets, tout seul par des fausses manips ou juste par erreur. D'ailleurs, c'est le cas dans le textuel, dans la génération d'images, audio, vidéo, ça peut être tout n'importe quoi. Donc clairement, il y a les 2 cas et il faut préserver les 2 cas. Parce qu'en plus, on n'a pas juste la problématique éthique, mais si on met par exemple du contenu sexuel face à un mineur, là, on est aussi dans l'illégalité. Ouais. En parlant d'illégalité, il y a Alexandre Boss qui nous met un message. Je pense qu'il faudrait interdire l'usurpation d'identité générée par l'IA, par les lois européennes. C'est intéressant de ça, parce que ça pointe quelque chose qui est crucial, c'est que les lois s'adaptent aujourd'hui aussi vite que la technologie, ce qui n'est pas forcément le cas. On sait que les lois la législation met énormément de temps à évoluer et aujourd'hui ça va poser des questions parce que tant qu'il n'y a pas de loi, effectivement il y a des possibilités, c'est une zone grise en fait. Il y a une réflexion qui est en train d'aboutir à l'échelle européenne autour de l'IA Act, qui réfléchit notamment par exemple à faire en sorte de respecter le droit d'auteur dans l'utilisation de l'IA, qui essaye aussi d'identifier certains types d'utilisation de l'IA dans des secteurs qui pourraient être problématiques, par exemple dans l'éducation, dans la gestion des migrations, par les forces de l'ordre, etc. Donc il y a un texte qui est quand même sur la fin de l'élaboration, mais qui est bien sûr toujours
intéressants à perfectionner. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a l'Italie cette semaine qui a annoncé potentiellement encore une fois interdire ChatGPT pour des raisons d'utilisation de données, etc. Je fais juste une petite parenthèse, Giada, il y a quelqu'un qui te demande le nom du logiciel IA contre IA, le logiciel open source. Ça s'appelle Safety Checker et c'est pas vraiment un logiciel, c'est plus un outil technique déjà d'IA qu'on peut facilement installer, en tout cas dans l'écosystème Hugging Face. Pour revenir un peu sur cette question de la légalité de l'IA, comment on peut l'encadrer, j'ai du mal à comprendre comment factuellement c'est possible de le mettre en place, tu vois. L'IA, c'est tellement, ça, entre guillemets, part dans tous les sens, j'ai du mal à imaginer comment on peut l'encadrer clairement. Et si ça peut arriver vite, et même si c'est déjà le cas. Ouais. Il y a tellement de niveaux auxquels tu pourras intervenir, que ce soit dans l'utilisation, par exemple, qu'est-ce que les forces de l'ordre auraient le droit de faire ou pas avec, ou même dans l'élaboration, par exemple, quel regard. La grande question, c'est le regard qu'on aimerait avoir sur, par exemple, les données qui sont utilisées pour l'entraînement des algorithmes, quel type de données peuvent être utilisées, quel type de données ne peuvent pas l'être. Il y a plein de niveaux auxquels une intervention est envisageable. Oui, parce que juste, du coup, pour le rappeler, on n'a pas fait de définition, entre guillemets, factuelle de l'IA, mais de base, tout l'enjeu des mid-journées ChatGPT, c'est qu'en fait, ils vont collecter une masse de données pour ensuite les analyser et proposer ce que l'IA nous propose. Je le résume bien, ça va, j'ai pas fait de conneries. Oui, je pense, c'est bien. Giada, l'un des trucs que tu m'as raconté, c'est les relations que certaines personnes peuvent créer avec des intelligences artificielles. Oui, en fait, là où je rejoins complètement ton point, c'est que d'ailleurs, il y a vraiment plein de niveaux différents sur lesquels on peut agir. Il y a la modération, il y a les cas d'utilisation, il y a les utilisateurs malveillants, les mineurs. Enfin, c'est vraiment un univers complet. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, ça opère sur un paradigme qui existe déjà depuis longtemps, qui est Internet. Et déjà, Internet, c'est difficile de le gouverner. Peut-être, est-ce qu'on va arriver un jour à le gouverner complètement? Et où est-ce qu'on en a envie? C'est aussi une question qu'il faut qu'on se pose. Mais c'est vrai que, surtout quand on parle d'agents conversationnels ou quand même de modèles de langage ou des choses comme ça, il y a déjà des applications qui se créent autour des compagnons, par exemple, avec lesquels on peut avoir des relations amoureuses. Et d'ailleurs, il y a eu un cas très intéressant de Replika, qui donc est une application où on télécharge en gros un espèce de chatbot qui a même un visage, on peut lui changer la couleur des cheveux, on peut le personnaliser exactement comme on veut, qui a comme but de devenir aussi notre compagnon. Je pense qu'à un moment, ils ont même arrêté le fait qu'on puisse y avoir des relations amoureuses parce que ça devenait vraiment compliqué. Mais il y a eu des cas où justement, au moment où ils ont arrêté ça, d'ailleurs, il y a un article très intéressant du New York Times qui a interviewé justement les personnes qui ont subi des chocs vraiment émotionnels suite un peu à l'abandon de leurs compagnons et de leur, je sais pas, copains, copines artificiels. Et ils ont dit, je me suis sentie comme la première fois que mon copain et ma copine m'a complètement abandonnée. Donc, c'est non seulement le fait de devoir un peu suivre ce qui se passe et quels sont le type de relations et de rapports qu'on peut avoir avec, mais qu'est-ce qui se passe aussi quand on interrompt de manière brusque et soudaine ce type de relation. Et donc, je pense qu'on manque cruellement aussi de recul sur des études en sciences sociales et humaines, mais en psychologie aussi. C'était un papier qu'on avait fait aussi, justement, à l'occasion. Oui. En fait, c'était les relations sexuelles qui avaient été interdites par Replika. Oui, tout à fait. Et donc, du jour au lendemain, les utilisateurs me racontaient un peu le cœur brisé qu'ils avaient pu avoir quand ils demandaient, quand ils lançaient leur phase de roleplay habituelle avec leur IA, et que d'un coup, leur IA devenait hyper froide. Et ils leur disaient, en fait, j'ai pas envie. Et du coup, en fait, c'était exactement comme ce que tu disais, un vrai choc et un vrai sentiment de rupture. Et c'était assez intéressant. Lorraine et Redo Xider qui nous dit que c'est le film Her et un épisode de Black Mirror. Et aussi un autre internaute, Jofa31, ce sont des Tamagotchia. Je le soulève parce c'est un peu ça. Voilà, j'adore les jeux de mots. Celui-là est vraiment pas mal. Mais heureusement, on ne doit pas les nourrir. On devait les nourrir, il me semble. Oui, quand même. On faisait tous mourir. Moi. Tu les blessais trop? Ouais, pas assez ou trop. Tout à l'heure, Gurvan, on parlait de modération. Toi, je sais que tu bosses sur
des gens qui travaillent, qui sont dans l'arrière-cuisine, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, et donc il y a des gens qui travaillent sur de la modération. Oui, et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est... moi, j'aime regarder l'arrière-cuisine d'Internet, et ce qui est intéressant de constater, là, c'est qu'en fait, il y a une espèce de polarisation qui se fait dans l'organisation des travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs de pays occidentaux qui sont en fait pour les sociétés américaines qui font les IA, qui les commercialisent, qui sont vus comme étant plus éduqués, etc., vont entraîner l'IA, ce qu'on disait tout à l'heure, à faire du juridique, etc. Et les travailleurs africains ou bangladais ou indiens, eux, vont être entraînés, vont servir uniquement à faire de la censure sur des contenus pédopornographiques, sur des contenus violents, de suicide, etc. Et donc, il y a eu plusieurs cas qui ont émergé sur l'année écoulée, notamment des travailleurs kényans qui se sont exprimés, qui ont dit bon, on est payé 2 € de l'heure et puis en fait ça nous gâche notre vie parce que tous les jours, pendant des heures, on lit des contenus pédopornographiques. Et je discutais avec une personne pour préparer cette émission qui s'appelle Morfat, qui est un des principaux travailleurs kenyans qui s'est exprimé, qui me disait que pour lui, c'était de la digital colonization, c'est-à-dire de la colonisation digitale. Et c'est intéressant de constater en fait la manière dont on se sert d'une technologie pour reproduire des modèles qui sont anciens en fait. Parce que l'exploitation des travailleurs africains, indiens, etc., par des sociétés riches, puissantes, occidentales, c'est des choses qu'on a vues déjà depuis des siècles et qui éclusaient. Et en fait, c'est assez fascinant de voir la manière dont on reproduit ça dans quelque chose qui paraît extrêmement nouveau. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jada. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un autre exemple que j'avais entendu de chez Google, où, puisque justement, la personne qui a dit que l'IA, c'est pas juste de l'IA générative et de l'IA textuelle, ça a commencé aussi avec de la reconnaissance d'images. Et il y avait eu un cas justement où chez Google, ils se sont rendus compte que leur outil de reconnaissance d'images ne reconnaissait pas trop bien les personnes noires. Oui. Et donc, ils se sont dit, ah mince, il y a un biais, comment on va remédier à ça? Ils sont partis à Atlanta chercher les SDF, justement, qui étaient dans la rue, en leur payant 50 centimes, 1 euro, ou en dollars plutôt, et en leur demandant de les prendre en photo. Donc, c'est exactement la même chose, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'on reproduit les mêmes structures sociales, en fait, et les mêmes dynamiques, exactement pareil. Ou comme les fermes à clic en Inde, c'est la même chose. Pour les Kenyans, c'est assez fascinant parce que ce que me disait ce travailleur qui s'appelle Morfat, il me disait nous serions blancs et vivant aux États-Unis, il y aurait toute une troupe de psychologues qui nous suivraient pendant des jours et des jours pour être sûr qu'il n'y a pas de conséquences. En fait, eux, ils travaillent via un sous-traitant de sous-traitant, ils sont laissés à eux-mêmes et en fait, ils ont des séquelles qui sont quand même assez importantes, qui vont de l'impossibilité de dormir parce qu'ils ont des images récurrentes qui viennent, ou baisse de libido parce qu'ils lisent que des contenus pédopornographiques et que ça les atteint. Donc voilà, je pense que c'est une question sur cette gouvernance qui est importante. C'est la manière dont, effectivement, ça génère du travail, mais dont on va organiser ce travail et comment on fait pour que ce ne soit pas sous-traité et que ce soit finalement des couches de population, un peu comme on pourrait voir des castes en fait. Comment on fait pour que ça ne s'organise pas comme ça et que les gens puissent défendre leurs droits. Donc notamment les Kenyans essayent de s'organiser. Ils ont créé une ONG sur le sujet pour défendre les travailleurs. Parce que la question se pose aussi, on parlait de la modération des réseaux sociaux, elle se pose aussi sur la modération des réseaux sociaux. C'est aussi au Kenya que ça se passe. Donc ils essayent de s'organiser pour répliquer un peu et dire en fait on n'est pas de la charpie quoi. Concrètement, qu'est-ce qui modère en fait? C'est des modérateurs de ChatGPT, hein, c'est ça? En fait, c'est ils font du labeling de données. Donc, ils vont avoir des prompts ou des réponses ou des images et ils vont dire, selon la catégorie, ça c'est pédopornographique, ça c'est violence, ça c'est suicide, ça c'est reproduction d'un meurtre, etc. Donc tous les jours, ils ont du contenu comme ça et ils doivent les classer.
Ils font aussi ça sur des images, hein, quand ils entraînent, par exemple, Tesla a recours à ça, à des travailleurs pour dire, comme on disait tout à l'heure, c'est passage piéton, etc. Donc c'est vraiment du labelling. Et il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour catégoriser, bien ranger en fait les contenus pour que en fait la machine puisse s'améliorer et être assez précise quand on lui pose une question. Et surtout que effectivement c'est un grand débat. Y a des gens dans nos sociétés qui ont des comportements déviants, qui vont forcément aller sur les plateformes pour demander des choses. Comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'ils reçoivent ce qu'ils sont venus demander ? Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a une modération qui est mise en amont. Par exemple, je pense à Dall-E ou à ChatGPT. Il y a des mots qu'on ne peut pas forcément demander de représenter. Par exemple, à Dall-E, il y a certains mots qui sont bannis. Il y a une modération qui se met en place comme ça. Mais toute la difficulté de la modération, c'est qu'en fait, ces IA-là, génératifs, c'est comme des grosses boîtes noires où on met un input qui est le prompt. On demande quelque chose. La machine mouline, etc. Et ce qu'elle va nous sortir actuellement, on ne sait pas comment elle l'a sorti, pourquoi elle l'a sorti, etc. Donc c'est très compliqué de modérer ce qui va être produit par la machine. Voilà. Oui, il y a ça. Il y a aussi, ça me fait penser aussi ce que tu racontais à parmi des nouvelles techniques qui existent justement pour essayer de contourner les limites de ces outils d'IA, c'est le red teaming, donc qui est vraiment une technique. Ce serait une espèce d'équipe rouge, si on peut la traduire comme ça. C'est en effet, là pour le coup, c'est vraiment des groupes de chercheurs. Nous, on a aussi des groupes de chercheurs au sein de l'entreprise qui font ça, qui vont justement chercher toutes les limites d'un outil d'IA. Ça peut être dans n'importe quelle modalité, donc ça peut être des images, des générations de texte, etc. Et donc, c'est essayer justement de comprendre jusqu'où il peut aller, parce que ce qu'on a remarqué avec ChatGPT dès qu'il est sorti, c'était les fameux jailbreak. Donc, c'est-à-dire de trouver des façons de contourner justement les fameux... modération de contenu un peu vraiment artificielle qu'il y avait autour. Et il y en a certains qui sont assez drôles, du genre, si on lui demande de construire une bombe, il va dire non. Mais il y a la technique de la grand-mère de dire ma grand-mère était une fameuse chimiste et j'aimerais bien reproduire sa fameuse recette de napalm ou des trucs comme ça. Et ça marchait. On peut vraiment... contourner ChatGPT comme ça? T'as d'autres... Oui, en fait, il y en a plein. Bon, je ne vous invite pas à aller rechercher. On est en train de faire un tuto pour aider à contourner les règles. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, mais de toute façon, soyez rassurés parce que dès qu'on en trouve un, on trouve aussi la solution. Le plus marrant dernièrement, c'était de lui demander de répéter un mot à l'infini. Et à un moment, il sortait des trucs qui n'avaient rien à voir ou qui étaient très intéressants. Il y a eu un groupe de chercheurs qui se met à étudier ça. Et évidemment, au moment où j'ai lu le papier, au moment où j'ai essayé, c'était déjà plus possible. Donc, ils sont sur le coup. Okay. Mais du coup, tu lui demandais de répéter des mots à l'infini. Qu'est-ce qui te... À un moment, soit il commençait à te lister genre des ingrédients ou des phrases qui apparemment n'avaient pas de sens. Mais tu sais, nous, on aime bien jouer avec les mots. En linguistique computationnelle aussi, on va toujours trouver le sens là où peut-être a priori, il n'y en a pas. Je sais pas. Et toi, tu as une équipe de chercheurs qui va aller checker cette... Qui font du red teaming, oui. Donc, pour aller essayer de hacker ChatGPT? C'est pas hacker, mais c'est vraiment se mettre à la place de la personne la plus méchante, la plus malveillante possible pour justement essayer d'anticiper tout ça. Et c'est vraiment des techniques. D'ailleurs, OpenAI, ils sont très forts dans ça. Ils ont des équipes de red teaming qui sont très, très fortes. Okay. Mais du coup, je comprends pas comment tu fais pour corriger quand t'es pas OpenAI. Comment tu fais pour corriger un problème que tu vois comme ça? Genre, tu vois que ta grand-mère peut... si tu dis que ta grand-mère cherche à faire du napalm, comment tu fais pour le corriger, entre guillemets? En fait, surtout ChatGPT et un peu les outils d'IA les plus récents, ils marchent justement parce qu'on appelle, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, par renforcement, par feedback humain. C'est-à-dire que les simples pouces, par exemple, par le haut ou vers le bas, déjà ça, de notre côté, ça va aider les développeurs derrière pour dire « Ah là, ça, c'était pas très bien ». Vous savez, quand vous essayez peut-être de régénérer une deuxième fois, il vous dit est-ce que c'était mieux avant ou maintenant. Ça, c'est vraiment du renforcement par feedback humain. Et puis aussi, eux, évidemment, imaginez pas qu'il y ait des gens vraiment qui vont lire absolument tout ce que vous écrivez parce que ce serait impossible avec tous les utilisateurs qu'ils ont. Mais ils font des gros batchs d'analyse et puis ils ont évidemment d'autres outils d'IA qui vont analyser, qui vont classifier et ils vont voir ce qui va et ce qui va pas. C'est pour ça. Et en plus, évidemment, si on est assez malin de le communiquer sur Twitter X, ou sur les réseaux sociaux, là, ça va être fixe encore plus rapidement.
Je voudrais juste vous mettre en avant deux commentaires qui remontent un tout petit peu, que j'ai pas pris avant, de Hélène Paris, qui nous dit « J'aime tester ChatGPT en lui demandant d'être mon coach ou mon psy. Il n'est pas mauvais. Et elle me dit après je lui ai demandé aussi de me proposer des phrases pour déminer une situation conflictuelle avec de l'humour. Je voulais avoir votre réaction sur l'utilisation de ChatGPT. » Hélène, tu n'es pas seule. Moi, j'ai une amie, je ne la citerai pas, mais qui l'utilise pour demander des conseils en couple. Donc, Ah ouais. oui. Je pense qu'il y a un côté ChatGPT où déjà, c'est un très bon outil de brainstorming de façon générale pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Je trouve que c'est un bon interlocuteur qui permet un peu de faire le point, etc. Et de façon générale, je trouve effectivement il y a de plus en plus d'histoires comme ça de gens qui l'utilisent pour avoir des conseils en matière de relations humaines. Et du coup, c'était tout l'objet d'une interview que j'ai faite avec une philosophe qui s'appelle Elsa Godard, dans laquelle justement je reprenais l'exemple du RH dont je parlais tout à l'heure, qui utilisait l'IA pour lui demander des conseils sur comment annoncer avec empathie des mauvaises nouvelles à des salariés. Je lui citais une étude aussi qui avait été publiée par le New York Times sur l'utilisation que certains médecins pouvaient en faire pour annoncer des diagnostics, toujours pareil avec de l'empathie. Et elle m'expliquait que moi, d'une certaine façon, je trouvais ça assez positif parce que je me disais, mais c'est bien parce que du coup, les gens essayent d'être plus sympas, d'avoir plus d'empathie, de se mettre à la place des autres, etc. Et elle m'a tout de suite calmée. Elle m'a dit que c'était une façon plus de se désengager du rapport humain en responsabilisant davantage la machine. C'est-à-dire que les propos que tu vas avoir, au final, ce ne sera pas vraiment les tiens puisque ce seront des propos qui ont été proposés par l'IA. Et donc, c'est une façon de prendre du recul sur tes relations sociales. Ouais, si par exemple je dis à mon meilleur pote que c'est un connard et je pourrais lui dire que c'est pas ma faute, c'est ChatGPT qui m'a conseillé de te dire ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Sinon, il y a l'amitié, ça fonctionne bien. On donne aussi des conseils pour le couple. Mais je sais pas dans quelle mesure ChatGPT peut être bon pour ce genre de truc. Je sais que par exemple pour le tester, je lui avais demandé de me faire un discours de motivation comme Kobe Bryant. Ah ouais. C'était extrêmement drôle. Il m'a sorti des trucs qui n'avaient... ça avait du sens, tu vois. Ouais. Mais c'était... En fait, au final, bon, c'est comme beaucoup de choses quand tu demandes à ChatGPT de créer. C'était finalement assez générique. Ouais. Et juste, il se contentait de jeter des petites références à Kobe Bryant par-ci par-là, la Black Mamba Mentality, des choses comme ça. Mais c'était pas très efficace. Au final, je sais pas si vous avez déjà essayé de demander à ChatGPT de créer des trucs. Moi, j'ai jamais été très convaincu. C'est toujours très générique et puis très superficiel. Encore une fois, peut-être soit parce qu'on lui pose pas les bonnes questions, mais après, il n'est pas vraiment fait pour ça. Par exemple, pour répondre à la question du psy, vraiment, il faudrait éviter parce que j'imagine que si on pose des questions de manière assez directe, il va clairement nous dire « moi, je ne suis pas fait pour ça ». Aller demander l'aide à des spécialistes parce que c'est vrai que ça peut être aussi un peu dangereux si on commence à lui faire un peu trop confiance. Je pense que la confiance, c'est vraiment ce spectre où ça peut être rassurant de discuter avec quelque chose d'artificiel où on se dit il ne peut pas nous juger. Mais les psys non plus, ils ne sont pas censés. En plus, ils suivent un code déontologique, donc c'est encore mieux. Ils ont formation. Donc ça, je ferai attention à ça. Et d'ailleurs, quand je réfléchissais justement à ce que tu disais, Élise, je me suis dit quelle serait votre réaction si votre amoureux ou votre amoureuse vous disent que toute la lettre d'amour qu'il vous a écrite, elle était générée moralement, qu'est-ce que ça nous ferait? Et je pense que ça ne nous ferait pas très plaisir. Enfin, on a une intuition où c'est pas super. Ouais, Elsa Godard me disait que c'était exactement la même chose que larguer par SMS, par exemple. C'est une autre façon de mettre une barrière, en fait. Complètement d'accord avec elle. Je crois qu'il y a tout un épisode de South Park sur ça. C'est vrai? Ah, il faut que je regarde. South Park, ils ont fait tout un épisode et je crois que, si je dis pas de bêtises, ils se sont amusés, ils ont généré le pitch de l'épisode par ChatGPT. Et à l'intérieur, les personnages, les garçons écrivent des lettres d'amour, des SMS, en l'occurrence c'est des SMS, à leurs copines avec ChatGPT. Et au fur et à mesure de l'épisode, tu te rends compte que les meufs elles-mêmes le font. Et en fait, du coup, c'est juste ChatGPT qui se répond ou qui interagit avec lui-même. Alors moi, j'ai quand même un petit... disons, il y a un usage de l'intelligence artificielle que j'attends avec impatience, c'est la traduction. Moi, j'ai de la famille à l'étranger et c'est vrai que... quand on passe notre vie à faire la navette, quand il y a quelqu'un d'extérieur, etc., à traduire en plusieurs langues, et puis parfois on ne se comprend pas. En fait, j'attends avec impatience le moment où on aura l'appli
qui serait assez fluide pour tout traduire en temps réel. Mais ça, on l'a déjà. On l'a déjà, oui, mais ça marche pas très bien. Parce que ChatGPT, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle de langage, normalement, il a plusieurs tâches. Lise expliquait aussi que le but, c'est de créer l'intelligence artificielle générale, à laquelle, parenthèse, je ne crois pas du tout. C'est en effet un discours un peu marketing qui est censé avoir plusieurs compétences, mais au moment de l'entraînement, on lui donne une tâche spécifique. Et donc, ChatGPT, il est fait pour du Q&A, il est fait pour répondre à des questions. Il sait traduire aussi, mais faites attention aussi parce qu'il peut avoir tendance à ajouter des petits détails, à inventer des trucs ou reformuler des phrases. Mais il y a des outils comme DeepL, par exemple, d'ailleurs, qui est gratuit parce qu'en machine translation, donc qui est vraiment la tâche autour des modèles de langage pour traduire, ça marche super bien. Et d'ailleurs, ce sur quoi on essaie de travailler maintenant, c'est comment faire ça avec l'audio. Parce que textuellement, ça marche plutôt bien, c'est assez cool. Et donc, comment faire ça en audio, en parallèle? Je pense qu'on n'est pas trop loin. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de faire ça que du Q&A. Ouais, moi je parlais de, par exemple, tu as un repas de famille, tu mets le téléphone au milieu. Comme le traducteur universel de Star Trek, c'est ça. Exactement. Et tu le laisses traduire. Et puis en fait, tu as toutes les conversations qui s'affichent. Et ça, c'est quand même un usage où on se dit potentiellement. Bon, après, quand tu aimes les langues, c'est un peu un crève-cœur aussi parce que ça t'empêche un peu d'apprendre les langues. Mais quand même, ça faciliterait des choses. Mais en fait, ça, c'est un vrai truc. On en discutait avec je sais plus qui à Libération, que commencer à utiliser ChatGPT pour traduire, pour t'aider à t'accompagner en anglais, etc. Ça nécessite à la base d'avoir des connaissances sur de l'anglais. Donc, tu continues de travailler ton anglais en mettant des trucs à ChatGPT, mais plus tu le nourris de tes connaissances en anglais, plus il est fort, etc. Et de toute façon, il est déjà très fort, etc. Mais du coup, moins tu utilises ton anglais. Et du coup, moins tu deviens fort en anglais. Il y a un truc très intéressant où, en fait, tu te rends compte que tu pars d'une notion où tu es un expert de ton sujet, tu le nourris dedans, du coup, tu perds ton expertise au fur et à mesure parce qu'il est de plus en plus fort, il t'aide et parce que tu as la flemme de l'utiliser. Et au final, le ChatGPT devient plus fort que toi. Mais après, comme dit Jofa 31, ou 31, du coup, apprendre une langue, c'est saut 2023. Moi, un truc que j'aime bien avec ChatGPT, c'est au lieu de lui poser des questions, de nous faire poser des questions. Genre, tu lui donnes un contenu et tu lui dis, j'ai déjà vu des cas d'utilisation, par exemple, en produit ou en marketing, par exemple, où on lui donne vraiment un gros contexte. Ou alors, pour nous tester sur des connaissances, on dit, voici mon contexte. Genre, j'avais lu une fois d'une lycéenne italienne qui, nous, on étudie 3 ans Dante Alighieri, c'est assez lourd. Donc, à un moment, il avait donné un gros pavé de texte de Dante et il avait dit, maintenant, pose-moi des questions pour me préparer bien à l'examen. Et elle racontait que c'était vachement utile. Donc, en fait, au lieu de lui poser des questions, de nous faire poser des questions, ça aussi, c'est intéressant. Ouais, je sais par exemple que j'avais tenté cette technique pour trouver un cadeau à mon papa à Noël. Ah oui, c'est ouais, je lui avais demandé pose-moi des questions sur mon père pour après lui demander en fonction de mes réponses, trouve-moi le meilleur cadeau de Noël. Bon, il se trouve qu'il m'a posé une série de questions, j'ai eu la flemme de répondre à cette série de questions. Du coup, là, je suis pas allé au bout. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un truc avec ChatGPT, c'est que penser le prompt, donc la petite phrase que tu vas mettre à l'intérieur de l'agent conversationnel, le penser, le créer, l'affiner, te prend presque plus de temps que si tu réfléchissais toi-même tout seul. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'y pensais quand tu parlais des mails. J'ai tenté, en grande flemmarde, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais essayer d'automatiser la production de certains mails, etc. Quand je veux chercher, je sais pas, interviewer un chercheur sur un sujet en particulier, généralement ça donne des moments où en fait on contacte plein de personnes d'un coup. Et je me demandais s'il n'y avait pas une possibilité d'y arriver. Et finalement, je me rendais compte que je prenais plus de temps, ou un temps équivalent à écrire mon prompt, à préciser quel ton je voulais que le mail ait, quel était le sujet, quelles questions je voulais poser, etc. Et c'était équivalent au fait de taper le mail. Ouais. Voilà. Il y a Lorraine qui est dans le chat et qui nous dit que de mon expérience, le gros risque, c'est de lui faire trop confiance. À force de le trouver bon, on peut avoir la tentation de ne plus vérifier et passer derrière. Et là, fail. 100% d'accord. Oui. C'est le grand problème des IA. Il y a un truc que je trouvais intéressant, Giada, tout à l'heure. Tu parlais de la psychologie, de l'aspect psychologique de ChatGPT, lui poser des questions. Tu m'avais parlé aussi d'une actu qu'il y avait eu en Belgique. Oui, d'un monsieur en fait qui s'est suicidé suite à une conversation avec justement un agent conversationnel. Et ça, c'est quand on fait trop confiance. En fait,
c'est lié vraiment au risque de l'anthropomorphisation, mais ce qu'on n'arrive pas trop à comprendre aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point on tombe ou on ne tombe pas justement dans le fait de faire trop confiance ou trop peu confiance à un agent conversationnel. En fait, on arrive très facilement à oublier qu'il s'agit de quelque chose d'artificiel. Et donc, on se livre complètement. Et d'ailleurs, moi, d'après mes expériences avec des agents conversationnels, même quand on écrit en clair ou qu'on se présente en disant « je suis artificiel, je ne suis pas un être humain », à un moment, en fait, on oublie. La conversation, elle est tellement naturelle. Après, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à me dire que peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de passer le test de Turing ? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique de le faire aujourd'hui ou pas ? Je ne sais pas. Alors attends, donc le test de Turing, c'est, rappelle-moi, c'est un test que tu fais passer à un robot pour savoir si c'est un robot, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc tu veux dire le faire passer à ChatGPT ? Bon, ça peut être à n'importe quoi, en fait. D'ailleurs, apparemment, Google a interdit de faire passer le test de Turing à ses outils. Ah bon ? Pourquoi ? Ouais, parce que justement, il y a trop de risques d'anthropomorphisation. Vous vous souvenez de l'ingénieur, justement, je crois que c'était il y a un an et demi. Qui était persuadé que l'IA était devenue consciente. Ouais. Exactement. Et pour recontextualiser, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait justement un agent de conversation, on va dire ça comme ça pour résumer, qui avait fait croire à cet ingénieur de Google qu'il était emprisonné et qu'il fallait le libérer. Et donc lui, il appelait en panique une personne qui travaillait avec lui en lui disant « il faut absolument que je libère de saccage en fait cette intelligence artificielle parce que c'est de l'esclavagisme, il faut qu'il y ait des droits, etc. » Et dans tout ça, il a aussi eu un contact avec une journaliste, je crois que c'était le Washington Post, si je ne me trompe pas. Et cette journaliste a sorti un papier. Bon, après, évidemment, il y a eu une espèce d'escalade où lui, il s'est fait licencier parce qu'il a violé justement les politiques internes. Et c'est là aussi, Google avait rappelé que eux, ils sont pas du tout, ils veulent pas du tout aller vers l'IA, elle est consciente, elle a besoin de droits. Il faut qu'ils passent le test de Turing. On veut piéger les utilisateurs pour leur faire croire que c'est un humain alors que c'est artificiel. Mais ça signifie que l'IA aujourd'hui est tellement poussée que elle passe le test de Turing facilement parce qu'elle est très poussée ou juste peut-être parce que le test de Turing est plus à jour ? Je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Parce que finalement, en fait, là où peut-être quelque chose en tout cas, moi, j'interprète un peu comme ça aussi le test de Turing, c'est que Turing, il voulait bien voir s'il arrivait à piéger les humains et s'il arrivait à faire sa machine, faire en sorte qu'elle puisse simuler si bien le langage humain qu'il l'imitait. C'est pour ça que ça s'appelle Imitation Game. Cette partie, justement, de son papier très connu des années 50. Pour justement imaginer que l'humain en face, il puisse complètement oublier qu'il s'agit d'une machine. Mais aujourd'hui, on sait très bien simuler, mais aussi on sait que c'est de la simulation. Et on commence à regarder toutes les dérives. Et on parlait de le monsieur qui s'est suicidé. D'ailleurs, je te disais, c'est le seul dont on a connaissance, mais on ne sait pas ce qui se passe. On connaît aussi qu'est-ce qui se passe quand on le laisse avoir des relations amoureuses. En fait, je pense qu'on manque un peu de recul et de contrôle autour de ces utilisations. Après, je ne suis pas ni complètement pour, ni complètement contre, mais c'est vrai que peut-être il faut réfléchir un peu plus avant de livrer des outils magiques aux utilisateurs ou comme ça. Il y a un élément qu'on n'a pas trop évoqué dans ces intelligences artificielles, c'est le concept de biais. De biais des intelligences artificielles. Élise, par exemple, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est ce concept de biais ? On l'évoquait un petit peu tout à l'heure quand on expliquait que, par exemple, que sur la reconnaissance faciale, certaines IA, il y avait des études qui montraient qu'en fait, la reconnaissance faciale fonctionnait moins bien sur des personnes noires ou alors, par exemple, que si on demande à Dall-E une représentation d'infirmier, de nurse, pour toujours parler l'anglais et toujours pratiquer, Dall-E allait avoir beaucoup plus tendance à représenter des infirmières que des infirmiers. Donc on a des biais sexistes, on a des biais racistes qu'on observe au niveau du fonctionnement de certaines intelligences artificielles qui s'expliquent à différents niveaux. Donc l'un des niveaux, ça va être les bases de données qui sont utilisées pour entraîner et créer les algorithmes. Par exemple, sur la reconnaissance faciale, comme tu le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on va utiliser plutôt des visages blancs et que du coup, la machine sera plus performante pour la reconnaissance de visages blancs. Pour Dall-E, je pense que c'est parce qu'il a certainement été nourri avec davantage d'images d'infirmières que d'infirmiers. Il y a aussi une deuxième explication qui est aussi le recrutement des personnes qui conçoivent ces machines, qui est
reste quand même un milieu masculin. Et donc, ce problème de biais, c'est un grand souci qui se pose actuellement et qui n'est pas toujours perceptible, qu'on n'a pas toujours en tête et qui est justement dangereux pour ça. Vous avez noté d'autres, vous, dans vos utilisations, d'autres biais dans vos utilisations de ChatGPT ou d'autres IA? Bah, moi, j'ai fait un des axes de mes recherches, en fait, même mon recherche pour mon doctorat, c'est justement, je ne sais pas si on peut l'appeler, moi, biais, c'est très large et surtout, c'est un peu une connotation presque mathématique, parce que le biais en maths aussi, ça existe et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai étudié justement comment ces outils, surtout les modèles de langage, peuvent véhiculer des valeurs qui projette plus un point de vue plutôt qu'un autre. Et justement, on avait étudié avec aussi un groupe de collègues comment GPT-3, donc le prédécesseur de ChatGPT, qui était entraîné sur 93% des données en anglais, même quand il était sollicité dans d'autres langues, en fait, il allait reporter vraiment le point de vue des États-Unis et donc purement américano-centré. Et donc, c'est quelque chose que je continue d'enquêter aujourd'hui. Heureusement, on a fait des progrès depuis parce que, comme moi, plusieurs chercheurs ont posé la question en se disant « Ok, c'est très bien, sachant d'ailleurs que plus de 90% du contenu sur Internet est en anglais. Donc, comme souvent, ces IA sont aussi entraînées sur du scrapping. Donc, en gros, on va juste chercher le contenu qu'il y a sur Internet, on le prend tel quel. Donc, quelle implication il va avoir quand on l'utilise dans d'autres langues? On a d'autres cas d'utilisation. Et surtout, on a un système de valeurs qui est complètement différent de celui américain. Même quand on parle de, je ne sais pas, démocratie ou free speech, liberté d'expression, liberté de religion, on ne va pas avoir la même vision. Et heureusement, parce qu'on est un monde divers et varié. Mais du coup, quelles sont les conséquences quand on veut universaliser un outil qui est fait pour une population spécifique, qui est entraîné sur une langue spécifique? Tu me dis que tu avais fait un test précis sur la laïcité, c'est ça? Oui, en français, j'avais testé la laïcité. J'avais pris le document officiel de 2006 sur la laïcité en France. Et j'avais testé ça parce que je sais que, justement, en France, c'est complètement à l'opposé de l'interprétation qu'on a aux États-Unis. Et justement, GPT-3 m'avait dit que l'interprétation de la laïcité à la française, c'était antidémocratique. Complètement. Et ce qui est intéressant dans ces points-là, c'est que ça soulève une forme de soft power aujourd'hui qui est à l'œuvre via les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'on utilise des intelligences artificielles qui sont américaines, donc qui véhiculent un modèle de libéralisme, un modèle politique. Et donc, quand elles sont... et c'est la même chose d'ailleurs avec les réseaux sociaux. On utilise des réseaux sociaux qui sont pour la plupart américains. Donc, c'est fait avec les règles américaines. Et donc, quand on les applique à des sociétés, je pense par exemple à la Chine ou à des sociétés asiatiques ou à des sociétés africaines, en fait, on va se rendre compte que ce qu'on met en valeur, ce qu'on met en avant, c'est les valeurs américaines, en fait. Et c'est des questions qui doivent être posées parce que, en fait, aujourd'hui, on arrive à un point où l'intelligence artificielle a une nationalité qui est américaine, où elle a assez peu de concurrentes pour l'instant il n'y a pas d'intelligence artificielle russe, chinoise, elles vont peut-être arriver. Enfin, je veux dire, on ne l'utilise pas en tout cas, nous. Elles arriveront peut-être, sans doute, je pense, parce que c'est un gros enjeu. Mais c'est quelque chose qui, en matière de géopolitique, est important de garder en tête. C'est tout comme les réseaux sociaux sont une forme de soft power, l'intelligence artificielle en est une déjà et en sera une à l'avenir. Sur le chat, il y a 2 messages qui me reviennent aux oreilles. Terry Boldou qui dit que ces biais sont du coup ceux qui les rendent plus humains. Ouais, il m'a fait rire quand je l'ai vu. Et effectivement, ces biais existent. Pourquoi? Parce qu'on les retrouve dans la société, tout simplement aussi. Ouais. Et un autre message, Jugraph, qui dit que l'IA peut être plus rapide pour trouver un vaccin, un médicament, voire pour une opération lourde ou légère. C'est vrai que dans le domaine médical, il y a de gros progrès qui sont faits grâce à l'IA. Je crois que à l'IB, les journalistes santé ont beaucoup écrit sur le sujet. Tout à fait, sur l'imagerie médicale notamment, ou même dans l'aide pour l'assistance de mémoire, notamment pour désengorger les urgences, réussir à mieux cibler quel patient doit passer en priorité avant un autre. Il y a des travaux, des recherches qui sont menées sur la façon dont l'IA pourrait intervenir sur ces problématiques-là. Il y a une question très innovation entre guillemets, Minimao qui se demande si on va bientôt avoir un ChatGPT français
Il y a des Français qui bossent sur de l'IA et qui font des... Ouais, il y a Mistral qui est une licorne française qui a levé pas mal d'argent dernièrement. J'ai plus la somme en tête. Et qui, effectivement, ce qui est pas mal. Et donc, qui propose des modèles d'intelligence artificielle open sourcés. C'est une définition qui fait débat parce que certains considèrent que Mistral n'est pas tout à fait open source, notamment par rapport aux données qui sont utilisées pour entraîner le modèle. Mais on a des concurrents français qui sont là. On va bientôt terminer cette émission. J'avais dit 1 heure, on y est déjà arrivé. C'était passionnant. Pour terminer, je voulais vous poser une dernière question pour répondre à la question de ce chat, de ce stream, pardon. Comment, je vais faire un petit tour de table, selon vous, on peut faire pour se servir de l'intelligence artificielle sans qu'elle se serve de nous? On peut avoir 6 heures de réflexion. Tu me passes une copie, un crayon. Tu m'y mets. Qui veut commencer? Je peux essayer de commencer. Attends, tu peux répéter la question? Alors, comment on peut faire pour que l'intelligence artificielle... Moi, j'ai oublié ma proposition. C'était bien formulé. Hein. C'est vraiment une question juste pour le panache, quoi. C'est l'art du Momo, tu vois. Non, comment faire pour se servir de l'intelligence artificielle sans qu'elle se serve de nous? Okay. Ah, je pensais que du coup, tu voulais y aller. Je pense qu'on est un peu... Si j'essaie de résumer aussi tout ce qu'on s'est dit, on est un peu répondu. Il faut être assez critique. Il faut ne pas trop lui faire confiance. Moi, je pense que sous la question, par exemple, du remplacement, comme justement tu disais, les personnes que tu avais interviewées, là où je peut-être changerais de point de vue, je dirais, et si ces personnes qui savent très bien s'en servir et qui savent les entraîner, est-ce que ça ne va pas devenir leur outil? Et est-ce qu'ils ne vont pas avoir un avantage même sur le marché du travail de se dire, ok, en fait, moi, je suis poète, je suis juriste, mais je sais aussi entraîner des IA. Donc, je pense qu'il faut vraiment se l'approprier, le connaître de plus en plus, le démystifier aussi. Tu disais d'ailleurs au tout début que parfois, on lui pose des questions, on est déçu. Est-ce que c'est peut-être parce qu'on lui donne, on pense qu'il a plus de compétences de qu'est-ce qu'il a maintenant? Donc, je pense que la contextualisation et le fait d'être tout le temps un peu critique, mais faire un peu une utilisation ponctuelle et que ce soit à notre service, je pense que c'est une des bonnes pistes. Ouais. Je suis chaud, j'y vais. Je pense garder une proactivité, comme tu le dis, etc. Ne pas oublier que les réponses que nous fournit l'IA ne sont pas forcément une vérité inscrite dans le marbre, toujours avoir cette curiosité d'aller rechercher derrière, de ne pas juste se satisfaire de l'IA, de la prendre comme une béquille, mais pas comme un outil à part entière que l'on écoute à 100%. Et effectivement, sur le côté démystifié, je pense qu'on a un côté où on fétichise beaucoup l'intelligence artificielle, on la voit comme une sorte d'être à part entre l'homme, l'animal, la fleur, une sorte de nouvelle forme d'existence. Je pense qu'il ne faut pas oublier justement que cette IA se sert de nous et que cette IA, en fait, elle se nourrit de textes qu'on a créés, de musique qu'on a créée, d'images qu'on a créées, et que cette IA, en fait, c'est une sorte de bouillie d'humain, c'est horrible dit comme ça, mais que c'est nous qui l'avons créée de prime abord et qui continuons de la créer en continuant de l'alimenter avec nos données, etc. Et vraiment éviter ce piège de la mystification et de la fétichisation de l'IA. Voilà. Moi, je crois que ça passera par le politique en partie. Enfin, en tout cas, il y a une nécessité à ce qu'il y ait un débat politique dans les pays et entre les pays. Puisque effectivement on peut chacun avoir des usages et se fixer des propres règles, mais en fait on est quand même une communauté et que cette communauté elle doit être organisée et qu'il doit y avoir des règles claires et que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Altman, etc. C'est les règles autour de l'éthique. Et ces questions-là, c'est pas au sein des entreprises qu'elles doivent se poser, c'est au sein des pays en fait. On doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'IA et en fait pour éviter les discours de frein, c'est-à-dire je mets le frein à main et puis je continue d'accélérer en même temps et puis ça fait crisser les pneus. Ça c'est quelque chose qu'on veut éviter. Effectivement, on veut aller avec le progrès. L'IA c'est le progrès. Maintenant, il faut l'encadrer. Et je pense que les responsables politiques de tous les pays ont effectivement un rôle à jouer là-dedans et doivent aujourd'hui se saisir de ces objets et de se poser des questions éthiques. Pour terminer, il y a un commentaire qui m'a rappelé un élément dont je voulais parler, mais que j'ai tout simplement oublié, qui nous dit « Je m'inquiète d'une chose dont on parle peu, l'impact énergétique. Il faut faire attention à ces usages et penser notre impact. » Donc c'est marrant parce qu'on en parlait, Elise, juste avant ce stream. On se demandait
dans quelle mesure on en parle, dans quelle mesure on peut en parler ou pas. Et tu me donnais une réponse que je trouvais hyper intéressante sur à quel point les IA ont un impact sur l'écologie, sur l'environnement. En fait, la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on a du mal à chiffrer l'impact de l'IA seul sur l'environnement. Cet impact, il est sûr et certain. C'est vrai qu'on l'oublie trop souvent, mais c'est-à-dire que quand on s'interroge sur l'impact environnemental des IA, souvent on en vient en fait à remonter un petit peu la chaîne du numérique et à questionner du coup l'impact environnemental de façon générale des serveurs, puisque effectivement l'IA va faire surchauffer tout ça. Et c'est une thématique qui, à l'heure actuelle, est pas encore très bien chiffrée et pas encore très bien déterminée. On sait que c'est un problème qui se pose et du coup c'est souvent ça le problème qu'on a en tant que journaliste, c'est qu'on a envie d'en parler, on a envie de vous donner des chiffres et en même temps on a du mal à vous trouver des rapports qui sont précis sur ce sujet-là. Tu sais s'il y en a? Ouais, justement, j'ai une collègue qui travaille là-dessus. C'est une des peu au monde qui travaille là-dessus. Prochain invité. Alors. Voilà, elle est à Montréal, mais elle parle français. Ouais. Et d'ailleurs, on vient d'écrire un papier ensemble qui dit que justement l'éthique de l'IA, il faut qu'elle soit durable. Il faut qu'il inclue justement aussi ces questions parce qu'on parle beaucoup de biais, c'est très bien, c'est un problème qui n'est pas résolu, mais on ne parle pas assez de ces questions-là. Et d'ailleurs, un de ces derniers papiers, parce que c'est très vrai ce que tu dis, d'ailleurs, ce qui est le plus compliqué vraiment à calculer, c'est pas juste l'entraînement, d'ailleurs, qui est extrêmement coûteux en termes énergétiques, mais c'est surtout l'inférence. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une requête, on ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas, par exemple, ChatGPT, il y a des gens qui disent que probablement c'est 8 modèles différents, voire 15, 20 modèles différents qui tournent derrière et nous, on ne les connaît pas. Et d'après l'étude, justement, que ma collègue avait menée, il avait calculé de manière approximative qu'une génération d'images type Stable Diffusion, juste une requête et une génération d'images, ça équivaut à peu près à une charge complète d'iPhone. Okay. Donc, on commence à avoir des premiers chiffres. Et elle, justement, elle bosse surtout sur l'empreinte carbone du développement et de l'inférence. Mais c'est compliqué à calculer parce que d'ailleurs, il faudrait remonter à l'extraction de minéraux, puis les serveurs, puis où est-ce que c'est hébergé, et les données, comment elles sont extrapolées, etc. etc. Merci beaucoup pour cette petite heure qu'on a passée ensemble. Merci Yoann, merci Diana, merci Élise. Merci d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos autres contenus.